c'est un métier qui doit forcément engager la passion de celui qui le fait. Si vous n'êtes pas passionné, c'est un endroit où vous n'allez... C'est pour ça que certains maintenant sont obligés de venir recruter des médecins en Afrique. Parce qu'il y a des médecins en Europe qui ne veulent plus aller sur des bateaux. Surtout qu'ils demandent des grosses sommes. Parce que les risques, un bateau peut couler à n'importe quel moment, un bateau peut prendre feu. Il y a un bateau il y a une partie d'un bateau qui a failli prendre feu. Là où j'étais, ça a été rapidement circonscrit, mais ce sont des risques du métier. Le bateau peut prendre feu, le bateau peut couler. C'est vraiment assez important de mettre la médecine offshore en avant, surtout en Afrique, parce que les Européens ont compris, les Africains doivent aussi comprendre ça. Vous êtes-vous déjà demandé comment et par qui les cas d'urgence médicale sont-ils pris en compte au cœur de l'océan? Coupés de tous, pas un hôpital à l'horizon? Eh bien, aujourd'hui, on vous fait découvrir la médecine d'urgence en offshore. Merci et bienvenue sur Alerte Info News. J'ai l'honneur de recevoir encore une fois sur ce plateau le docteur Osman Cherif, médecin en offshore, urgentiste et réanimateur. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors tout de suite, c'est quoi la médecine en offshore pour ceux qui n'ont aucune notion de ce sujet? Alors, lorsque les différents bateaux sont sur la mer, il y a plusieurs types de bateaux, des bateaux qui font du pétrole, des bateaux qui font de la pêche, des bateaux juste de loisirs, des hôtels bateaux sur la mer. Et dans tous ces différents bateaux, il y a des malades, il y a des cas de petits bobos, et il y a aussi des gros cas qui sont des cas de médecine d'urgence. On a des cas de personnes qui font un arrêt cardiaque, des détresses respiratoires, des pathologies infectieuses, des infections du poumon ou d'autres endroits. Donc la médecine en offshore, c'est l'ensemble des médecins qui ont la capacité de prendre en charge des personnes qui vivent sur ces bateaux-là. Donc c'est un environnement qui est très particulier, il y a des microbes qu'on ne rencontre pas dans la vie active, mais qui sont présents sur ces bateaux-là, à cause de l'eau, à cause du sel, à cause des champignons, des endroits qui sont clos. Donc il y a vraiment une spécificité à cette médecine-là qui est très très différente de la médecine des hôpitaux. Justement, quelle est cette spécificité par rapport à un hôpital terrestre? Alors par rapport à un hôpital terrestre, déjà en offshore, on n'a pas d'examen de radio, de scanner. Vous savez, le bateau il est déjà tellement surchargé avec des matériaux dont on utilise pour travailler dans le pétrole et tout ça. Donc on ne surcharge pas le bateau avec des gros appareils d'IRM, de scanner, il n'y en a pas. Donc il n'y a que des petits bilans, des petits examens rapides qu'on peut faire pour dépister les maladies. Donc la médecine offshore demande vraiment aux médecins d'être très vigilants et d'être très pointilleux, d'être très attentionné par rapport aux malades. Donc c'est très très différent de la médecine sur terre où on peut dire à un malade, allez-y faire un bilan complet, on peut avoir ça rapidement. Deuxième chose, ceux qui sont en offshore, ils sont à une certaine distance de la terre. En fonction de l'endroit où vous êtes à une certaine distance de la terre. Quand vous êtes dans ce qu'on appelle la zone internationale des mers, c'est une zone qui est très profonde, très très loin. C'est une zone qui n'appartient à aucun pays, c'est pas au bord d'un pays, c'est vraiment très très loin en mer. Quand vous êtes dans ce genre de région, pour qu'un hélicoptère vienne chercher un patient pour l'envoyer sur terre, les distances sont relativement longues. Donc vous pouvez avoir des distances où on a au moins 30 minutes, 1 heure de temps, 3 heures de temps pour pouvoir arriver sur la terre. Donc c'est un environnement où le médecin est très isolé. Il est très très isolé, il est vraiment en face de sa compétence. Donc très souvent on prend des médecins qui ont déjà l'expérience du offshore, qui ont déjà fait plusieurs bateaux et qui vraiment connaissent l'environnement du offshore. Parce qu'on a déjà eu des cas d'arrêt cardiaque, des personnes qui font des arrêts cardiaques qu'il faut réanimer, donc il faut les permettre de revenir à la vie et ensuite de les transférer dans un hôpital offshore. Docteur, dites-nous, quels sont les cas de maladies les plus courants en offshore? Alors, les maladies les plus courantes en offshore sont vraiment les infections. Il y a des infections virales, très souvent qui sont, je peux dire, la très large majorité. Et il y a aussi les infections bactériennes et les infections mycosiques, c'est-à-dire les champignons. Les infections virales, c'est très souvent dans les environnements où il fait froid. Déjà, la mer est un environnement assez froid. Et vous êtes aussi dans un environnement où vous pouvez être proche d'un pays qui est vraiment très très froid.
Et les infections virales se propagent facilement lorsque la température est très basse. Donc moi, le nombre de cas que j'ai eu en majorité, ce sont des cas de grippe. Et ce ne sont pas forcément des cas de grippe auxquels j'étais habitué. C'est des cas de grippe parfois qui viennent de la Chine, parfois qui viennent des Philippines, du Singapour, de l'Angleterre. Parce que le bateau comporte un peu tout le monde. Quel que soit le lieu où vous êtes, vous avez des marins qui viennent de presque tous les endroits du monde. Quand vous êtes proche de l'Afrique, vous pouvez avoir aussi le paludisme. Parce que les moustiques, dans les ports, il y a des moustiques très souvent. Parce que les ports sont des eaux qui sont stagnantes, les ports sont très souvent sales. Et donc quand le bateau va accoster sur un port, il prend des moustiques. C'est vrai que les moustiques vivent, selon la médecine offshore, les moustiques vivent dans un environnement offshore au maximum pendant 5 jours. Ils ne peuvent pas dépasser 5 jours dans un environnement offshore parce qu'il n'y a pas d'endroit où se poser, il n'y a pas de nourriture. Donc très souvent, après 5 jours, tous les moustiques qu'on a pris au bord sont pratiquement tous morts. Donc quand on est proche de l'Afrique, on a parfois du paludisme, on a de la dengue, on a de la fièvre typhoïde, on a presque toutes ces pathologies-là qui peuvent être contaminantes. Mais il y a aussi beaucoup de maladies digestives parce que, comme je le disais, chacun vient de son pays. Tout le monde n'a pas forcément l'habitude de manger la même chose. Moi-même, en tant que médecin, quand je suis arrivé dans l'environnement offshore au départ, la nourriture, je n'étais pas du tout habitué. J'ai commencé même à prendre un peu plus de poids que d'habitude. Donc, vraiment, c'est un environnement qui, le défi principal, c'est l'adaptation de tout le monde à un environnement nouveau. Okay. On est tous nouveaux dans l'endroit, on a tous des nouvelles bactéries et c'est pas facile du tout. Hormis la grippe et le paludisme qui peuvent être récurrents quand vous arrivez au bord des côtes de certains pays, quel est le cas le plus grave que vous avez eu à traiter, vous, en tant que médecin offshore? C'est l'arrêt cardiaque. J'ai eu un Sud-Africain qui a fait un arrêt cardiaque. Nous étions à, je pense, en tout cas 15 minutes selon la durée, je ne me rappelle pas de la distance, mais en 15 minutes selon la durée des côtes. Et c'était un Sud-Africain d'une quarantaine d'années qui a fait un arrêt cardiaque et donc il fallait réanimer. L'avantage qu'on a eu, c'est que les bateaux, les gens prennent tellement de précautions qu'on a un appareil qui s'appelle le AED, en anglais c'est External Automatic Defibrillator, c'est le défibrillateur automatique. C'est un défibrillateur qui permet de réanimer le cœur facilement, même quand on n'a pas beaucoup d'équipement. Donc par la grâce de Dieu, cet appareil-là était présent sur le bateau. Donc on a défibrillé rapidement, on a fait le massage cardiaque et par la grâce de Dieu, on a pu le récupérer. On l'a envoyé offshore, je pense qu'il a fait 2-3 semaines dans un hôpital, il a été traité et finalement il est revenu. Donc c'était le cas le plus grave et c'était un cas qui était assez traumatisant parce qu'une fois que quelqu'un tombe dans un hôpital, sur un bateau, tout le monde est traumatisé. Il y a une sorte de panique, tout le monde est très traumatisé et après pour rassurer les gens, calmer les gens, c'est pas du tout facile. Comment est-ce que vous faites les évacuations quand il y a justement ces cas-là qui se présentent? Et en plus du défibrillateur, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place sur le navire pour permettre aux médecins en fait, de prendre en charge assez rapidement les patients en cas d'urgence? Déjà, pour l'évacuation sanitaire, chaque entreprise fait son protocole. L'évacuation, quand elle est urgente, elle est classée en trois grands groupes. Il y a la petite urgence, il y a la moyenne urgence et il y a l'extrême urgence. Les petites urgences sont des urgences potentielles. Ce sont des gens, par exemple, une grosse douleur au ventre, malgré tous les traitements qui ne cèdent pas. C'est un malade qu'on doit transférer, mais c'est une petite urgence. Donc on le met dans un bateau, ce qu'on appelle les crew boats. Ce sont des bateaux assez rapides. Quand on le met dans un bateau, il pourra aller dans une côte et puis voir un médecin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les évacuations de moyenne urgence et de très grandes urgences. Les moyennes urgences doivent être faites par hélicoptère dans un délai de 24 heures. Les urgences, les extrêmes urgences sont faites aussi par hélicoptère, mais dans un délai de 15 minutes. Voilà, donc on est en contact avec une équipe d'hélicoptères qui doit transférer le patient. On est en contact avec l'hôpital, les hôpitaux les plus proches, on a tous les contacts. Donc déjà, on communique avec le médecin qui va recevoir le patient, on communique avec l'hélicoptère. Donc on fait un diplôme assez particulier qu'on appelle Medivac. C'est un diplôme qui nous permet de rentrer dans l'hélicoptère, de soigner le malade dans l'hélicoptère en l'accompagnant jusque dans l'hôpital qui doit le recevoir. Donc c'est vraiment assez intéressant. Vous savez, moi, je disais toujours, je n'étais jamais rentré dans un hélicoptère avant de faire cette formation et avant de faire ce travail. C'est un travail qui est très passionnant, qui est très beau pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup la mer. C'est un travail que j'adore énormément. Mais du coup, quels sont les risques du métier?
Parce que vous vous occupez des personnes qui présentent des symptômes de maladies graves. Mais vous, en tant que médecin sur le navire, quels sont les risques auxquels vous êtes exposé, par exemple? Déjà, le premier risque, c'est que vous-même, en tant que médecin, vous tombiez malade. Parce qu'il y a des bateaux où il y a 2 médecins, un de jour, un de nuit. Il y a des bateaux où vous êtes seul. Il y a des bateaux où vous êtes accompagné peut-être d'une infirmière. Bon, il y a très souvent, c'est très rare qu'il y ait des femmes sur des bateaux, mais on peut vous accompagner d'un infirmier ou d'une infirmière, voilà, pour vous accompagner. Mais en majorité, les grands bateaux d'aujourd'hui font confiance à un seul médecin. Le bateau sur lequel je travaille, qui est une entreprise assez sérieuse, fait confiance à un seul médecin. Donc le médecin, on se relaie sur le bateau, c'est-à-dire qu'il y a une période où je suis sur le bateau, il y a une période où je descends du bateau, il y a un autre médecin qui vient, il fait cette période, mais au moment où il est sur le bateau, il est seul. Donc s'il tombe malade, il doit s'auto-évaluer, s'auto-traiter ou parfois s'auto-évacuer dans un autre hôpital. Donc c'est assez difficile et c'est un risque personnel. Au-delà de ça, il y a aussi le risque de contagion. Comme je l'ai dit, chaque malade vient. Moi, j'ai reçu des gens de Philippines avec des symptômes très contagieux. Dès que quelqu'un commence à avoir une toux, une fièvre, tout le monde sur le bateau a ça. Et c'est vraiment assez difficile parce que vous-même, en tant que médecin, vous êtes obligé de recevoir tout le monde. Donc, vous êtes le premier exposé à la contamination. Vous ne bénéficiez pas d'assurance, il n'y a vraiment rien qui vous protège en cas de... Chacun signe son contrat, j'allais dire, individuellement. Voilà, il y a des contrats qui prennent des assurances, d'autres qui n'en prennent pas. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle des clauses maladie. Okay. Parfois, quand on peut vous signer, dans mon contrat par exemple, c'est marqué, j'en rigole toujours parce que ça me fait très rire. On me dit, bah, si tu meurs sur le bateau, à ta famille, on leur donne 200 millions ou 300 millions. Ouais, c'est des grosses sommes, tu as même envie de mourir sur le bateau pour qu'on donne de l'argent à des gens. Voilà, mais ça vous dit que parfois, les gens prennent en compte le risque que vous prenez. Ils prennent en compte qu'il y a des salaires qui sont largement très élevés. Plus que ça, on vous dit si vous avez une plaie à tel endroit, que vous descendez à cause de ça, on vous donne telle somme. C'est vraiment des grosses sommes. C'est des risques parce que le bateau, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une vie facile. Voilà. Surtout qu'on est coupé du monde, on est coupé de sa famille. Pour quelqu'un, par exemple, qui fait... moi, je fais des durées de 28 jours à 2 mois. Il y a des gens qui font des durées de 6 mois. Il y a même un capitaine qui fait 1 an sur le bateau. Vous imaginez, pour un homme marié qui laisse sa femme, qui va faire 1 an sur un bateau où il n'y a pratiquement pas de femme. C'est pas facile en tout cas voilà, de vivre. La médecine offshore, il faut de la passion. Il faut de la passion. Le travail offshore, il engage beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'il donne quand même assez d'argent à cause des risques qu'il y a, parce qu'il y a des primes de risque pour tout ça. Mais vraiment, c'est beaucoup d'énergie que ça engage. Avant-dernière question, avant de finir. Est-ce que quand vous descendez des navires, vous vous mettez à jour des nouvelles avancées technologiques, vu que quand vous êtes sur l'eau, vous êtes vraiment coupé de tout? Est-ce que quand vous descendez, il y a des formations qui sont prévues pour vous mettre à niveau sur les différentes avancées technologiques ou en médecine qui ont été mises en place? Bon, déjà, comme je le disais, ça dépend des zones. Sur les bateaux, on n'est pas forcément coupé tout le temps de la connexion Internet. Voilà. Il peut y avoir des moments où on a tout le temps la connexion Internet parce qu'on est dans une zone très proche des côtes et que voilà, on a la connexion. Il y a des moments aussi où vraiment, quand on est très éloigné, on peut faire un long moment sans avoir la connexion. Donc, on est parfois en connexion quand même avec tout ce qui se fait. Maintenant, chaque médecin lui-même fait sa formation continue. Vous savez, moi par exemple, je suis inscrit en tant qu'étudiant-chercheur, je suis inscrit sur des sites où à chaque fois qu'il y a une avancée dans le monde, on m'envoie un mail pour me dire à partir de maintenant, tel traitement ne se fait plus comme ça se fait comme ça. Donc, il faut vraiment avoir la culture aujourd'hui avec la technologie. On peut facilement rester keep in touch et puis rester en contact avec le monde scientifique. Docteur, est-ce qu'il existe une différence entre un bateau de navire de croisière lambda et un bateau pétrolier? Chaque bateau a des risques différents. Mais la médecine elle est pratiquement la même sur tous les bateaux. Mais chaque bateau a des risques qui sont spécifiques. Par exemple, les bateaux pétroliers, il y a des risques d'incendie qui sont plus élevés puisqu'il y a le pétrole qu'on manipule. Quelqu'un peut aller fumer une cigarette quelque part dans un endroit qui n'est pas un smoking room et puis avoir un petit incendie avec des brûlures. Donc il y a vraiment plus de risques de brûlures dans les bateaux pétroliers que dans les autres bateaux. Alors on retiendra que la médecine d'urgence en offshore est un métier passionnant. Et donc grand merci à Dr Osman Cherif qui, je rappelle, est médecin urgentiste en offshore, réanimateur et anesthésiste. À vous
Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro sur Alerte Info News. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés de nos derniers épisodes. Merci et à bientôt.